Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, les acteurs du monde universitaire, les décideurs politiques et partenaires financiers du Bénin mènent depuis hier des discussions de haut niveau pour accoucher de stratégies résilientes au choc sanitaire. C'est à travers un e-colloque lancé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Les députés ont droit au compte rendu de la mission du président Vlavono à Kigali pour recevoir un prix international et l'autre à l'intérieur du pays au chevet des sinistrés des inondations du bassin du fleuve Niger. Les détails dans un instant. Et puis sur les traces des chantiers du PAG, Osia Sounouvou nous amène à l'intérieur des territoires agricoles du Bénin. Le gouvernement ambitionne de moderniser les villes intérieures et de booster leur développement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'est la rentrée diplomatique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en compagnie du président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et de 2 autres ministres du gouvernement. Le maître de séance a y pris langue avec les chefs de mission accrédités au Bénin, entre autres questions de préoccupation, l'inclusion des partis et le parrainage introduit par le nouveau code électoral. Nikano Kovi, Mathieu Soukenou pour plus de précisions. C'est vrai. Le mot juste pour désigner ces membres du corps diplomatique et consulaire que retrouve Aurélien Agbenonsi après une trêve en date du 14 mai 2020. Aujourd'hui, je voudrais dire que notre rencontre marque à la fois la clôture de l'autre année, mais aussi l'ouverture de l'année 2020-2021, pour que nous puissions respecter les formes de travail que nous avons adoptées depuis l'année 2016. Et j'ai bon espoir que, malgré la pandémie de la Covid, cette séance va nous permettre de renouer avec cette régularité de nos rencontres et avec nos échanges. Et pour des retrouvailles, les effusions de sentiments attendront, car sur l'action gouvernementale, les chefs de mission diplomatique ont soif d'informations sur le contexte sociopolitique, notamment. L'actualité nationale, évidemment, est happée par l'élection présidentielle du 11 avril 2021, conformément au calendrier de la Sénat. Il est donc certain qu'il en sera ainsi jusqu'à l'organisation des élections et la proclamation des résultats. C'est tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Lorsque j'ai fait un sondage parmi vous, c'est le sujet qui est venu 4 fois sur 5. Alors, cette question préoccupant tous les esprits, nous avons donc décidé d'en faire le thème de la rencontre d'aujourd'hui, ce qui explique la présence de mes éminents collègues et amis ici pour échanger avec vous. La présidentielle du 11 avril 2021 sera la première organisée après la réforme du système partisan qui instaure de nouvelles règles. L'armature juridique née au lendemain du dialogue politique fait aujourd'hui débat. Un débat qui n'en est pas, selon le garde des Sceaux. Il fallait faire sérieux parce que notre démocratie avait commencé par piétiner. Il fallait donc la relancer et construire, aller vers le véritable modèle politique que nous souhaitons pour notre pays. Donc ce sont les fondements des réformes qui sont elles-mêmes issues des recommandations faites lors du dialogue politique que le président de la République a convoqué. Dialogue politique convoqué à la suite des événements qui ont marqué les législatives de 2019. En termes de réforme post-dialogue politique, 6 textes concernés au total, parmi lesquels la Constitution révisée qui instaure le poste de vice-président, objet de lectures diverses. La fonction de vice-présidente et aussi comment ça va se présenter, que disent les textes là-dessus. Le vice-président, il est là et il pourrait devenir président à tout moment, puisque
en cas de fatigue, par exemple, du président, c'est lui qui prend la suite. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il doit obéir aux mêmes critères d'éligibilité que le président de la République, avec qui il pourra faire campagne, et dont la seule présence peut compromettre l'élection du candidat principal. Donc, c'est une personnalité nouvelle qui rentre dans notre dispositif électoral, quand bien même, dans le jeu normal des choses, il reste en retrait. Je voudrais également préciser que si les femmes ne sont pas représentées comme il se doit, ce n'est pas parce que les acteurs politiques ne jouent pas leur partition. Les règles sont là et il faudrait plutôt susciter davantage d'adhésion des femmes qui sont dans notre pays déjà un peu handicapées par la scolarité. Et c'est pour ça que tous les efforts sont faits pour que les femmes, les filles soient de plus en plus scolarisées, s'intéressent de plus en plus à la politique. Et je crois que nous avons montré nos bonnes dispositions pour que nos filles, nos sœurs, que dirais-je, nos mamans, parce que les hommes politiques viennent aussi de femmes, puissent jouer de rôle politique que nous attendons tous qu'elles jouent. Un autre test retouché, le code électoral qui exige dès 2021 le parrainage du ticket président-vice-président par les élus du peuple. Ce qui a été dit de façon précise dans le texte, c'est que nul ne peut être candidat au poste de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est parrainé par des élus nationaux. C'est ça qui a été consacré dans la Constitution. Et pour être opérationnalisé dans le code électoral, c'est le code qui a fixé maintenant que pour être candidat à l'élection du président de la République, du vice-président, il faut avoir 10% des députés et ou maires. C'est-à-dire que ça fait un corps de 160 personnes, 83 députés, plus 77 maires. Et vous allez parvenir à collecter 10% de ces parrainages, donc 16. Et au ministre de la Justice d'y aller de son argumentaire quant à l'opérationnalisation des élections générales annoncées en 2026. Nous avons généralement 4 grandes élections. Il y a les élections locales, les communales, les législatives et puis la présidentielle. Ça fait 4 élections et quand on y prend garde, elles se déroulent pratiquement tous les ans. Elles sont réparties sur 4 années, de telle sorte qu'en définitive, le pays est constamment en campagne électorale. Et il n'y a pas le temps, il n'y a pas suffisamment de temps pour se consacrer aux tâches de développement. Donc, aux motifs financiers ou économiques, on y ajoute cette considération de devoir disposer du temps nécessaire pour se consacrer aux élections. Le financement des partis politiques et le statut de l'opposition comptent parmi d'autres sujets abordés au cours de cette rencontre qui vient rétablir une habitude diplomatique interrompue par la Covid-19. Une pandémie qui n'en finit plus de faire et de défaire des traditions constituées de longue date. Lancement d'un e-colloque international sur la population et le développement. Cette rencontre intervient dans un contexte de crise sanitaire et socio-économique liée au Covid-19. Pendant 3 jours, acteurs du monde universitaire, décideurs politiques et partenaires financiers du Bénin vont mener des discussions de haut niveau pour élaborer une feuille de route sur le choix de politique et de stratégie résiliente au choc sanitaire. Le compte rendu est signé Renaud Akapo. Creuser d'échanges pour créer un pont entre le monde académique, les décideurs politiques et les bailleurs de fonds, le e-colloque a réuni cette belle brochette d'experts pour sa toute première édition au Bénin. Dans le viseur de cette assemblée de spécialistes, les mécanismes de résilience pour une utilisation optimale des résultats issus de la recherche pour asseoir une riposte d'envergure contre la Covid-19. La Covid-19 a eu un effet négatif sur toutes les économies et nous amène à nous interroger sur le modèle de développement utilisé jusqu'à présent. Dans la recherche des solutions pour ne plus subir les conséquences d'une telle pandémie, le ministère du Plan, dans sa mission d'impulser le développement économique et social, a initié le présent colloque en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé.
Pour le respect des gestes barrières, ce e-colloque se déroule aussi bien en présentiel qu'en mode virtuel avec des acteurs triés sur le volet. Vous transmettre les cordiales salutations du professeur Benjamin Oupati. Intervenant en lieu et place de son collègue de la Santé, le ministre délégué à la Défense salue la portée d'un tel événement. Le ministre de la Santé se réjouit d'avance des échanges et interactions entre les gouvernants, les chercheurs, les acteurs du terrain qui permettront de retenir des recommandations allant, je l'espère, dans le sens de la nécessaire résilience de nos systèmes de santé, mais également dans le sens des mesures à prendre pour assurer la continuité des services essentiels, bien que la crise absorbe les ressources humaines et financières initialement dédiées à l'ensemble du système de santé. Cette initiative offre également de nouveaux champs d'exploration aux chercheurs pour inventer des solutions à même d'accroître la résilience des populations face au choc. Cette heureuse collaboration scientifique entre les universitaires, les acteurs de la société civile, le secteur privé et les décideurs permettra de contribuer à la prise de conscience sur les enjeux et les conditions du développement durable. En anticipant les problèmes, clarifiant les défis et proposant des solutions, ce colloque fournira une matière essentielle et des éclairages nécessaires aux décisions des acteurs sociaux et des politiques. Selon le coordonnateur résident du système des Nations Unies, ce e-colloque vient à point nommé pour mieux accompagner la riposte socio-économique face à cette pandémie. Les principaux thèmes qui seront abordés au cours de ce colloque, notamment sur les politiques publiques, viendront renforcer les initiatives gouvernementales déjà en cours pour maintenir et renforcer les acquis déjà enregistrés dans la mise en œuvre de l'agenda de développement 2030 et les ODD. Je voudrais ici parler des programmes phares de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH, des réformes dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau et de la protection des enfants. Je termine en réaffirmant toute la disponibilité et l'engagement du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement dans sa réponse socio-économique face à la pandémie de la COVID-19. Le e-colloque international sur la population et le développement se réunit à un moment déterminant de la croisade du Bénin contre la COVID-19. Il se présente comme un tournant pour se défaire à jamais de l'infernal cycle de la pandémie. Il faut dire que 8 communications ont été retenues pour meubler les 3 jours de ce e-colloque international consacré au développement. Retour ici sur le discours d'ouverture prononcé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Ma joie est grande car ce colloque est un creuset privilégié pour des échanges de haut niveau et des réflexions de qualité. Ce n'est pas courant de voir les décideurs publics, les partenaires techniques et financiers, les universitaires, les acteurs du secteur privé, les responsables des organisations de la société civile débattent ensemble autour des questions de population et de développement. En effet, la pandémie actuelle, de par son mode de propagation, nous impose une pause afin de réfléchir sur nos politiques nationales de population d'une part et les politiques migratoires nationales, régionales et internationales d'autre part. Ce colloque nous offre une grande opportunité car il permettra d'éclairer les décideurs sur les choix de politique et de stratégies résilientes au choc sanitaire découlant de la pandémie de la COVID-19. Pour atteindre cet objectif, il sera question au cours de vos travaux, premièrement, d'échanger sur les meilleures pratiques en matière de gestion de crise sanitaire dans les pays à faible revenu ou à moyen revenu. Deuxièmement, d'analyser l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Et enfin, troisièmement, de susciter un creuset de réflexion entre les chercheurs et les parties prenantes sur des thématiques relatives à la gestion de la crise sanitaire en vue d'identifier des approches de solutions durables. Selon l'OMS, on dénombre à la date du 22 octobre 2020 environ 41 595 980 cas
confirmés à la COVID-19 et dont 28 268 643 ont été déclarés guéris et malheureusement plus d'1 100 000 de décès ont été enregistrés dans le monde entier. Chez nous au Bénin, à la même date, nos services ont décompté 2557 cas confirmés pour seulement 41 décès. Comme vous le constatez, le Bénin fait une gestion efficace de la situation grâce à un ensemble de solutions réalistes et adaptées à notre contexte. C'est pour moi l'opportunité de saluer le travail formidable qui a été fait par le professeur Patin et toutes ses équipes, parce que la première défense face à la COVID-19 était une défense sanitaire. Ensuite, il y a eu la riposte économique qui a été pilotée par le ministre de l'économie et des finances. Et là aussi, Romuald Wadagni a été formidable dans le travail qu'il a fait du haut de cette économie. Sur le plan social, Mme Toye Fodé a fait, elle aussi, une contribution pour que toutes les personnes affectées par les mesures économiques, toutes ces personnes ont pu bénéficier de soutien important du gouvernement grâce à l'évaluation qui a été faite par Mme Toye Fodé et ses équipes. Je tiens à le saluer aussi. Mais c'est tout le gouvernement qui a été derrière cela parce qu'il y a eu des mesures de sécurité, des mesures de transport à l'aéroport. Notre aéroport a été pendant des mois le seul aéroport en Afrique de l'Ouest qui était ouvert. Nous avons pu rendre ces services à toute la communauté sous-régionale. Je tiens à le redire ici. Je m'en voudrais de ne pas adresser mes vifs et sincères remerciements aussi à tous nos partenaires au développement, aux acteurs du secteur privé, aux organisations de la société civile et bien sûr à l'ensemble de notre population pour tout ce qui a été fait, à la solidarité qui a été manifestée vis-à-vis de tous les groupes sociaux. Je tiens à le dire ici. Pour finir, je déclare donc au nom du président de la République, le président Patrice Talon, ouvert le premier e-colloque international sur la population et le développement et je souhaite plein succès à vos travaux. Le président du Conseil économique et social a reçu en audience hier mardi les membres du Parti Les Démocrates. Au menu des échanges, plusieurs sujets d'ordre politique. À la fin, le président des démocrates s'est confié bien sûr à la presse. Il est au micro de Stanislas Limpon et de Louis Kodobo. Nous sommes venus pour d'abord leur présenter notre parti qui est créé depuis le 6 juillet et qui a déposé au ministère de l'Intérieur ses dossiers pour recevoir le récépissé. Nous sommes venus donc dire au président du Conseil économique et social que notre parti est un parti qui souhaite mettre l'homme au cœur de l'action. Notre parti est un parti qui est dans la promotion de la paix. Nous avons eu du président du Conseil économique et social une écoute que nous espérons va se transformer en acte concret et au sein du collège des présidents d'institutions qui va se transformer en acte concret dans le pays. Le palais des gouverneurs à Porto-Novo, là-bas, une mission à Kigali pour recevoir un prix international et l'autre à l'intérieur du pays au chevet des sinistrés des inondations de la région du bassin du fleuve Niger. Les députés ont eu droit en début de semaine, bien sûr, au compte rendu des dites missions. Le point avec Guillaume Aviano. 2 documentaires de 30 minutes chacun pour rendre compte des missions parlementaires conduites par le président de l'Assemblée nationale, l'une à l'étranger et l'autre à l'intérieur du pays. La première mission a été le déplacement de Louis Gbéou Vlavonu le 13 octobre dernier à Kigali au Rwanda pour recevoir au nom du Bénin le Grand Prix africain des services d'État de la Fondation 225, une fondation burkinabé et de sa femme comme internationale de la Côte d'Ivoire. Lorsque, à l'international, sans conférer, on nous apprécie, on suit de loin le travail que nous faisons, qui est un travail de qualité, et qu'une organisation internationale nous décerne un prix d'excellence. Et c'est à votre actif. Il faudrait bien
qu'on essaie de vous dire que de l'extérieur, d'autres nous observent. Pour le président Vlavonou, le Grand Prix africain des services d'État décerné au Parlement béninois reste une invite à l'opiniâtreté et à l'abnégation. C'est notre rôle de continuer à faire de la diplomatie offensive, de manière à ce que de l'extérieur, ça puisse impacter ceux qui, à l'intérieur, déblatèrent sur la légitimité de notre Parlement. Le second documentaire, de même format que le précédent, résume la récente descente d'une délégation de parlementaires ayant à sa tête Louis Gbéounou Vlavonou dans les localités sinistrées de l'Alibouri à la suite des dégâts causés par les inondations consécutives de la montée des eaux des fleuves Niger et Okpara. Dans cette partie du Bénin, les gens sont pauvres. Les gens n'ont aucune assistance pour faire quelque chose qui puisse tenir, ne serait-ce que contre des calamités qui tous les jours ou qui chaque année se produisent. Donc je m'associe à vous pour lancer un cri de cœur sur cette affaire pour que le verbe que vous avez voulu amener de là-bas, qui donne de l'espoir, se concrétise dans la réalité. L'inondation a été toujours un problème. Et cela interpelle le gouvernement. Et je m'oblige à demander au moment opportun au gouvernement quelle est la politique que le gouvernement est en train d'adopter face aux problématiques de l'inondation au Bénin. Au regard des catastrophes engendrées par les inondations chaque année dans le pays, le Parlement souhaite aller plus loin pour amener les pouvoirs publics à prendre des mesures hardies afin de réduire la vulnérabilité des populations concernées. Cette initiative que vous avez prise est une initiative à multiplier. Ces genres de déplacement, des députés le font, mais à titre individuel, de façon officieuse, ça n'apporte pas grand-chose. Mais tel que c'est fait, tel que c'est initié, quand nous le faisons comme ça et que nous venons ici dans l'hémicycle et on a rencontre avec un support audiovisuel, tout le monde est informé au même niveau. Malanguel a été mon premier poste. Et ce problème d'inondation se posait toujours et s'est posé encore cette année. Je ne voudrais pas que nous nous arrêtons à de simples interrogations au gouvernement. Mais je voudrais plutôt qu'on en fasse une injonction, voire une exhortation pour l'élaboration d'un programme d'urgence. Un programme d'urgence pour prévenir les catastrophes et leurs conséquences dans ces régions du Bénin, mais surtout pour montrer aux populations des dites régions qu'elles n'ont pas été oubliées des politiques de développement, insistent les députés. Les chantiers routiers du péage étendent leurs tentacules à l'intérieur des territoires agricoles du Bénin. Au-delà du désenclavement, l'ambition du gouvernement est de moderniser les villes intérieures et de doper leur potentiel économique. Mais alors, où en est-on? Voici le carnet de route proposé par Osia Sounouvou, Daniel Ada, Bernard Djobwe et Mohamed Bior. De Tofor, fertile niche agroécologique de la Lama, aux frontières des départements Atlantique-Zou, les chantiers routiers du PAG serpentent jusqu'au cœur d'Abomey. Centre névralgique d'où s'irradient de nouvelles routes bitumées à travers de riches terres agricoles de ces contrées voisines. Soyez les bienvenus sur le site de la base de l'entreprise Nicolas Rougy Établissement. Visite guidée sur plus de 100 km de chantiers routiers avec le bureau du contrôle. Ces 107 km sont décomposés en 9 tronçons. Il s'agit de Lalo à Gbanizon à Abomey qui s'étend sur 29 km. Ce tronçon qui enjambe le fleuve Koufo pour désenclaver Lalo présentait des périls humains, désormais domptés par l'expertise technique du constructeur. Les TP ont essayé de mettre en place des batteries d'ouvrages qui n'ont jamais tenu.
Aujourd'hui, on est passé avec une digue et maintenant, on a dû mettre en place une protection. C'est vraiment un soulagement pour nos laborieuses populations parce que si je prends le cas de Lalo, c'est un milieu très enclavé, très enclavé. Avec la réalisation de ces chantiers, je peux dire que désormais Lalo sera un grand carrefour. Mettre mot sur ces chantiers, qualité et durabilité des ouvrages. Prescription présidentielle qui talonne tous les choix de construction, comme sur cet autre axe partant de Tofor. Tofor, Lalo, qui s'étend sur 28 km. Il n'a jamais existé de route par le passé entre Tofor et Lalo. Pour quelqu'un qui doit partir de Tofor pour Lalo, jusqu'à un passé récent, il faut qu'il passe par Cotonou, bien à Lada, passer par Ouida, revenir par Lokossa pour venir jusqu'à Lalo. L'instabilité des sols ici providentiels, hélas hydromorphes, est un véritable piège pour la mobilité. Nous disons aux filles, activité de bilan coupé. Donc, bienvenue dans l'enfer glissant d'Adjaïkbonou que les ingénieurs veulent contrer. Il ne s'agit pas de construire la route sur ce support comme on l'aurait fait sur les autres, sinon on n'aurait pas sauvegardé les investissements. Donc on s'est intéressé au traitement du support avant de pouvoir monter la route. À l'autre bout, au kilomètre 28 à Tofor, la première responsable de la commune jubile déjà de l'embellie potentielle que va générer cette future route sur l'économie locale. Un nouveau marché est même déjà en construction. Après le marché de Tokpa, c'est le marché qui nourrit toute l'Atlantique. Donc par conséquent, ça tombe bien. C'est un projet qui est en arrimage avec le projet de construction des voies. Rendez-vous en 2021 au premier trimestre. Timing initial pour concrétiser le rêve d'une route jusque-là impossible. Sur d'autres axes d'Abomey en revanche, les riverains exultent déjà. Ici, nous sommes au PK 0+00 de l'axe Abomey-Mouillon. Au-delà des atouts classiques d'une route, ce chantier a l'avantage de venir à bout d'un éternel problème d'inondation. Toutes les eaux partent de Mouillon pour Abomey. On a eu la chance qu'il y avait l'ancienne ceinture qui sert de ceinture de rempart contre l'envahisseur. Aujourd'hui, on a pu l'exploiter pour régler nos problèmes d'assainissement sur Abomey-Mouillon. Plus que des frustrations, la gestion des dégâts collatéraux suscite enthousiasme et adhésion. On a cassé vraiment beaucoup, on a dû repousser et reconstruire dedans. On n'a pas du tout hésité parce qu'en plus de ça faisait de la publicité. Maintenant que la voie passe, on a beaucoup plus de clients dans l'hôtel. Tout le monde est content. Ici, nous sommes devant l'école publique primaire de Sonou. Il y avait 3 modules de salle de classe qui se retrouvaient dans l'emprise de la route, y compris la clôture. Donc, nous avons été obligés, pour pouvoir réaliser les travaux, de pouvoir faire reculer l'école. Donc, les 3 modules ont été démolis et reconstruits. Vraiment, nous sommes très satisfaits et nous remercions beaucoup l'entreprise NSE pour le travail réalisé dans un délai très court et vraiment les travaux sont impeccables. Partout, les autorités locales s'enorgueillissent des perspectives de transformation de leur terroir, comme à Djidja, important grenier, et à Boïkon, cité Carrefour. Avant, ce n'était pas facile d'aller à Djidja. Pour aller à Djidja, il faut, c'est-à-dire, c'était la croix et la bannière. Ce n'était pas une affaire mince, c'était difficile. Mais maintenant, dès qu'ils ont commencé la réhabilitation de ces voies, nous avons constaté un changement net. Toute la traversée a été conçue en 2 fois 2 voies.
Donc vous constaterez derrière moi le reste des démolitions parce qu'au départ, cette traversée a été pratiquement fermée. De 5 mètres environ, on est allé à 30. Dans le cadre de la construction du tronçon Mounion-Djidja, il y a la clôture, un module de latrine, une citerne et également la guérite qui ont été touchés par la libération d'emprise. Donc nous avons dû reconstruire pour remplacer ces infrastructures qui ont été démolies. Ici, nous sommes au centre du giratoire de Mouillon, donc qui est prévu pour gérer les conflits de circulation. À ma droite, on a Abomey, à ma gauche, on a Dan. Derrière moi, c'est Djidja et devant, c'est Boycon. Ici, on a dû raser toutes les maisons environnantes sans difficulté. S'agissant de l'amélioration de notre cas de vie, ce projet sonne aujourd'hui à Boycon comme un projet salvateur qui permet de donner à la grande ville Carrefour qu'est Boycon toute sa place dans le concert des grandes villes de notre pays. Nous avons Kana Abomey qui fait 9 km 8. Cet axe qui relie plusieurs routes inter-États abrite de tout son long des travaux d'assainissement d'envergure. La particularité de la bretelle Kana-Abomey, c'est que toutes les eaux qui partent d'ici vont jusqu'à Kana. Donc il n'y a pas de point intermédiaire où on peut créer de divergence ou jeter les eaux. Nous sommes plus précisément au PK 5+035, au niveau des rails. Donc c'est le point de convergence des eaux qui viennent d'Abomey et de Boycon. Il y a une flotte qui vient d'Abomey et puis l'autre qui longe les rails. Et le total fait un débit de 40,43 mètres cubes par seconde. À la fin de ces chantiers routiers, c'est à une véritable métamorphose que sont promis ces terroirs à fort potentiel économique. Voilà qui met thème à cette édition, mesdames, votre partie. Voyez ces belles images de la Venise de l'Afrique. Ganvier, c'est dans la commune de Soava, département de l'Atlantique, en République du Bénin, un site touristique plein d'attraits et digne d'être visité.